avec l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici les titres de ce journal. L'armée malienne annonce que les combats à Konna ont fait une centaine de morts parmi les islamistes. La France déplore la mort d'un de ses soldats mais réitère son engagement par la voix de son président François Hollande à poursuivre les opérations aux côtés des forces armées maliennes jusqu'à la reconquête totale du nord du pays. Échec des opérations en Somalie pour tenter de libérer l'otage français Denis Alex. Selon le ministère français de la Défense, l'agent du renseignement aurait été abattu par ses geôliers, les Chebab. Enfin, triste anniversaire en Haïti, 3 ans, jour pour jour après le violent séisme qu'a connu le pays, des milliers de personnes manquent toujours à l'appel. Nouvelle édition sur Africable Télévision. Si vous nous rejoignez, vous le voyez, l'actualité très intense ce samedi sur le Mali. L'armée malienne annonce que les combats qu'on a fait une centaine de morts parmi les islamistes. La France a mené une série de raids aériens contre ces groupes islamistes armés. Un soldat français a été tué au combat vendredi soir. Une bonne partie de la nuit, les avions de chasse français ont poursuivi leur rotation au-dessus du Mali. Des Mirage 2000 qui décollent du Tchad. Ce sont les premières images de l'intervention française. Elles nous ont été fournies par le ministère de la Défense. Pour cette deuxième journée d'opération, les appareils français ont ciblé des hangars dans la ville de Konna. Hier, c'est une ligne de pick-up comme celle-ci que les frappes aériennes françaises avaient touchée. Les islamistes progressaient en colonne vers le sud lorsque des hélicoptères les ont visés. Au cours de cette mission, un appareil français a été abattu et un pilote touché par un tir dans la carlingue. Le lieutenant Boiteux du 4e RHC de Pau a été mortellement blessé. Il a été évacué vers la structure médicale la plus proche avant de succomber à ses blessures. Dans le même temps, plusieurs centaines de soldats français ont quitté N'Djamena au Tchad pour rejoindre Bamako. Appelés en renfort, ils doivent protéger la capitale malienne et assurer la sécurité des ressortissants français. Dans un premier temps, notre mission, c'est d'aller sur Bamako et d'arriver les premiers de façon à répondre concrètement à l'appel du président malien. Les gars, c'est pour nous! Impossible pour l'heure d'avoir un premier bilan des frappes. Joint par téléphone ce matin, un porte-parole islamiste affirme qu'elle n'altère en rien leur détermination. La France va sûrement payer le prix de cette décision. Nous ne sommes pas faibles. Des troupes africaines pourraient rejoindre l'opération en début de semaine prochaine. L'état d'urgence a été décrété au Mali. Voilà, nous venons d'apprendre justement que des troupes françaises sont également stationnées à l'aéroport de Bamako. Arrivées également tout à l'heure des troupes nigérianes, notamment des aviateurs. 24 heures après l'intervention de la France aux côtés des forces armées maliennes, le président François Hollande renforce son engagement. Il a promis de continuer cette opération au Mali jusqu'à la reconquête totale du nord du pays. Il l'a dit tout à l'heure à l'issue du Conseil de défense tenu à l'Élysée. Je vous propose d'écouter le président français, François Hollande. Je rappelle que la France, dans cette opération, ne poursuit aucun intérêt particulier, autre que la sauvegarde d'un pays ami, et n'a pas d'autre but que la lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi son action est soutenue par l'ensemble de la communauté internationale et saluée par tous les pays africains. Au courage de nos soldats, un coup d'arrêt a été porté et de lourdes pertes ont été infligées à nos adversaires. Mais notre mission n'est pas achevée. Je rappelle qu'elle consiste à préparer le déploiement d'une force d'intervention africaine pour permettre au Mali de recouvrer son intégrité territoriale,
conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Un autre conseil de défense doit se tenir demain à 16h heure française à l'Elysée. Nous y reviendrons bien sûr plus en détail dans nos prochaines éditions. Voyons maintenant comment les Maliens ont-ils accueilli cette intervention militaire française. Voici quelques réactions. Je tiens à remercier très sincèrement la France de cette initiative sanitaire qui est venue à un moment crucial qui traverse notre pays. Sans eux, on n'en serait pas là ce matin. Parce que ces gens-là, je pense que notre armée ne peut pas faire face à eux. Ils ne peuvent rien contre eux. Si la France n'intervenait pas, ils seraient déjà abandonnés. On nous dit de limiter les déplacements, de faire attention, de ne pas trop bouger et que si on n'a rien à faire dans le pays, vaut mieux quitter. C'était un voyage qui était prévu. Mon épouse est enceinte, donc elle rentre en France pour accoucher. La différence maintenant, c'est qu'on a déjà un enfant qui devait redescendre avec moi après-demain et du coup, avec les événements, elle va rester en France avec ma femme. On en vient à cette opération en Somalie visant à libérer l'otage français Denis Alex aux mains des Chebab depuis 3 ans et demi. Selon le ministère français de la Défense, il aurait été abattu par ces geôliers les Chebab lors de l'assaut. Un soldat français a perdu la vie, un autre est porté disparu et 17 islamistes ont été tués. L'opération militaire a été menée la nuit dernière à Bulomareur, à 120 km au sud-ouest de Mogadiscio. Un commando pour tenter de libérer Denis Alex, otage français depuis 3 ans et demi. L'opération a échoué lors de l'assaut. De violents affrontements s'engagent, au cours desquels l'agent de la DGSE aurait perdu la vie. Des combats d'une grande violence se sont déroulés, d'une grande violence, au cours desquels, je parle maintenant avec précaution, tout donne à penser que malheureusement Denis Alex a été abattu par ses geôliers. Mais dans un communiqué diffusé en milieu de matinée, les miliciens islamistes affirment que Denis Alex est toujours en vie et qu'il devrait être jugé dans les 48 heures. Lors de l'assaut, un soldat français a perdu la vie, un autre est porté disparu. Les miliciens somaliens affirment le détenir. 17 islamistes ont par ailleurs été tués. Denis Alex avait été enlevé le 14 juillet 2009 avec son collègue Marc Aubrière en pleine guerre civile dans cet hôtel de la capitale. Officiellement, les 2 agents devaient former 500 soldats de la garde républicaine. Un mois plus tard, Marc Aubrière parvient, lui, à s'échapper. La dernière preuve de vie de Denis Alex. Mon nom est Denis Alex. Cette vidéo enregistrée sous la contrainte, datant probablement de juillet dernier, un appel à François Hollande. Mais selon le gouvernement, les islamistes somaliens ont refusé toute négociation pendant 3 ans et demi. Dans un communiqué diffusé ce matin, ils menacent la France de conséquences amères après l'opération. En bref, en République centrafricaine, comme promis, le Premier ministre a démissionné conformément à l'accord de Libreville. Un cessez-le-feu a été conclu entre le président François Bozizé et les rebelles du Séléka, un accord qui a soulevé une vague de joie à Bangui, la capitale. Comme vous le voyez sur ces images, François Bozizé acclamé à son retour à Bangui. Un gouvernement d'union nationale a été mis en place. Des législatives seront organisées d'ici 1 an. Toute autre chose à présent, triste anniversaire en Haïti. Il y a 3 ans, jour pour jour, le pays a été ravagé par un violent séisme qui a entraîné la mort de 300 000 personnes et de plus d'1 million de sans-abri. 3 ans après, des milliers d'Haïtiens manquent toujours à l'appel. Un camp de tentes, il y en a encore 496 à Port-au-Prince. Les toiles, les tôles distribuées à la hâte au lendemain du séisme sont toujours là 3 ans plus tard. Le sentiment d'abandon aussi. Personne n'est venu nous donner de l'aide. Nous sommes là depuis 3 ans et jamais le maire ou quelqu'un des autorités n'est venu ici une seule fois. Ils sont encore 360 000 sans-abri, des chiffres énormes évidemment, à comparer avec ceux d'il y a 3 ans. En 2010, 1,5 million de gens vivaient dans 1555 camps. 70% de ces personnes ont été relogées. On a pu trouver des solutions pour elles. Retour au 12 janvier 2010. C'est un séisme de magnitude 7 qui frappe Haïti. Le palais présidentiel s'effondre. Les maisons des bidonvilles de Port-au-Prince s'écroulent comme des châteaux de cartes. Bilan, 250 000 morts. Depuis, les catastrophes s'enchaînent. Une épidémie de choléra, des cyclones en cascade, Irène, Isaac et dernièrement
samedi. Cela a complètement détruit la production agricole d'Haïti. Haïti en urgence perpétuelle donc, Haïti république des ONG. 10 000 organisations humanitaires sont sur le terrain, 5 milliards de dollars ont déjà été dépensés. Pour Frédéric Thomas, il faut parler d'échec humanitaire. Je pense qu'il faut rappeler l'ambition initiale qui était de reconstruire en mieux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a été reconstruit? Que du provisoire, qui va s'évanouir avec le départ des ONG humanitaires. Est-ce que les Haïtiens vivent mieux aujourd'hui qu'il y a 3 ans? Non. Non seulement ils ne vivent pas mieux, mais le pays est toujours aussi vulnérable et l'État est toujours aussi dépendant, aussi pauvre. Et le scénario pour l'avenir, pour 2013, est très noir avec la crainte d'une crise alimentaire et une vulnérabilité toujours aussi grande par rapport aux catastrophes naturelles. Cette femme confie qu'elle ne croit plus en le futur. Le tableau n'est donc guère réjouissant à l'heure du souvenir du séisme. Aujourd'hui, comme chaque année, beaucoup d'Haïtiens vont prier et chanter. Le cabinet de la présidence de la République du Niger a tenu une conférence de presse ce samedi pour faire la lumière sur le prétendu document confidentiel des discussions entre le directeur de cabinet du président et un responsable du groupe Areva en novembre dernier. Dans ce document révélé par la presse, le directeur de cabinet aurait pris des engagements de manière unilatérale engageant le Niger. Assoumi Massaoudou a tenu donc à s'expliquer. On l'écoute au micro de notre correspondant permanent à Niamey, Sarki Aboubakar. J'ai été mis en cause personnellement et j'ai convoqué cette conférence de presse pour m'expliquer. Les arguments avec lesquels je suis parti ne viennent pas de moi. Ces arguments-là, je suis avec des tas de documents ici qui ont été établis par un comité composé de conseillers à la présidence, composé de cadres du ministère des Mines. Nous avons une argumentation complète. Cette discussion n'épuise pas l'ensemble des questions de nos relations sur Areva. Je vous ai dit qu'elle se limitait essentiellement à l'agenda Imouraren. C'est tout. Il y a eu 2 événements, le retard de 6 mois pour la signature de la convention et l'interruption d'1 an du projet Imouraren, interruption due à l'enlèvement des employés de français à Arlit par ACMI. Et ça a entraîné une interruption d'1 an. 18 mois, ça nous fait de 2012 à 2014. Et je considère que de 2012 à 2014, ce n'est pas la faute d'Areva. Sauf à considérer qu'Areva est complice de l'enlèvement de ses employés français. Et moi, je ne considère pas cela. Ils ne sont pas responsables. Cette divulgation, ça ne profite à personne. Ça ne profite pas au Niger. Du point de vue de notre crédibilité dans les discussions que nous faisons à notre administration, ça ne nous fait pas honneur. Et ça ne profite pas à Areva aussi de voir ce genre de documents tout à fait dans la rue. Ça ne profite pas à la sérénité et à la confiance que les gens ont quand ils construisent quelque chose ensemble. Point. Levée de l'immunité parlementaire des 3 députés proches de l'ancien président sénégalais Maître Abdoulaye Wade, Oumar Sarr, Ousmane Ngom et Abdoulaye Baldé sont soupçonnés d'enrichissement illicite. Mamadou Ndeye Antoumar avec notre bureau permanent à Dakar. Oumar Sarr, Abdoulaye Baldé et Ousmane Ngom ne bénéficient plus de l'immunité parlementaire pour être entendus dans le cadre des enquêtes sur l'enrichissement illicite. L'Assemblée nationale en a décidé ainsi. Ils sont 113 parlementaires à voter pour la levée de l'inviolabilité de l'immunité parlementaire de leurs 3 collègues, contre 5 voix et une abstention. C'est pour le groupe majoritaire de la coalition Benno Bokk Yakaar, cette décision vise à permettre à la justice de faire son travail. Pour l'opposition, cela ne fait que banaliser la fonction de député, pour ne pas dire les institutions. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et n'oubliez pas, demain, c'est Koutangara à 19h pour le débat du dimanche, le premier numéro donc, de l'année 2013. Bonne suite des programmes sur Africable Télévision. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.